Lights, camera, action! Aujourd'hui à l'émission, les 400 coups, Blade Runner et les ploufs. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy à Saint-Cyr, On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur. Normalement, il y a une déception cinématographique, mais aujourd'hui, ce sera un coup de cœur extrêmement récent dans le cas de mon invité. Oui. Et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je vais le dire d'entrée de jeu, je reçois ni plus ni moins qu'un monument de la culture québécoise. Il me contredira s'il n'est pas d'accord, parce que... Un monument qui parle. monument qui parle, effectivement. Sa carrière s'échelonne sur une 50aine d'années. Il a joué dans des productions qui sont rendues à Cannes, à Berlin et même à Rouyn-Noranda. C'est pas rien. Il a même joué dans un film québécois qui a reçu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, le seul film québécois à avoir reçu cet honneur. Il a par la suite été député, puis commentateur politique avant de revenir à ses amours du jeu. Pierre Curzi, bonjour. Bonjour, Guillaume. Comment vas-tu? Ouais, je vais très bien. Je suis très heureux d'être ici à Rouen. Ça fait du bien. Ça fait du bien, bizarrement, de voyager à l'intérieur du Québec. Mais c'est quand même, on sort de chez soi. Alors, je suis heureux d'être là. C'est quand même une bonne ride pour se rendre à Rouyn-Noranda. C'est le temps de se rendre à New York, c'est juste que le paysage n'est pas le même. Ah ouais, mais je connaissais Rouen parce que j'ai déjà joué ici. Alors, on essayait de se souvenir, Marie Tifo et moi, du moment où on était venus. Mais je pense que ça remonte à loin. Marie, elle disait, c'est quand on avait fait le film qu'elle avait fait, dans lequel je jouais aussi, mais avec Michel Côté, qui était un des premiers téléfilms qui a été fait. J'oublie le titre. Mais en tout cas, Bon. mais je pense qu'on est revenu. Puis je suis revenu souvent jouer au théâtre ici. Parfait. Donc, dans ta carrière, sinon, tu as joué dans Les Ploufs, on y reviendra plus tard. Bien sûr, le déclin de l'Empire américain et ses suites directes et spirituelles avec les invasions barbares, l'Âge des ténèbres, la chute de l'Empire américain. Oui. Dans Le ventre du dragon, tu as aussi été à la télévision dans Les filles de Calem, qui est un de mes coups de cœur personnels en télévision. T'es à Rouyn-Noranda pour présenter les courts-métrages Joue-t-elle. Il y a aussi le film Une révision dans lequel tu joues. Oui, oui. Puis je l'ai vu, une révision, et c'est un sacré beau film. Ouais. Très, très, très actuel. Moi, j'y joue juste un rôle secondaire, le rôle du mentor du personnage qui est joué par Patrice Robitaille, et puis Nour. Mais c'est un beau film. Ouais. Ouais, j'ai hâte que vous le voyez. Très hâte de voir ça. Avant qu'on entre dans ta liste, Pierre, je veux savoir, c'est quoi les films qui ont marqué ta jeunesse? En grandissant, enfant, adolescent, allais-tu au cinéma? Étais-tu avide de cinéma déjà? Ouais, mon Dieu, tu me ramènes loin. Mais tu sais, il y a eu une époque, ça, c'est bizarre, on a parlé de ça un peu hier. À l'époque, là, on parle des années, je devais avoir des années 50, entre 50 et 60. Il y avait des très grands cinémas sur la rue Sainte-Catherine. Des cinémas où il y avait 2500 places. Puis parmi les premiers films que j'ai vus, étrangement, je crois que c'était avec ma mère, puis c'était un film un mélodrame italien, l'histoire d'un enfant qui a été très populaire à l'époque. Ça, c'est parmi les premiers longs métrages que j'ai vus. Puis ensuite, je te dirais, j'en ai pas vu beaucoup, mais assez jeune, j'ai travaillé au Festival des films du monde. Oui. J'étais placier. Puis c'était génial parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. On déchirait des billets, puis on amenait les célébrités à leur place. Mais on pouvait voir tous les films. Et là, moi, j'ai découvert... on va en revenir parce que mon premier film est Les 400 quasiment de la nouvelle vague. Mais j'ai découvert, par exemple, du cinéma tchèque. Il faisait de l'animation. Oui. Jiří Trnček, je pense. Puis il y avait aussi des films, donc beaucoup de films français, parce que le cinéma français venait beaucoup au Festival des films du monde. Puis donc, j'ai découvert toutes sortes de longs métrages qui venaient d'un peu partout. Et ça fait partie de mes beaux souvenirs. Alors, je te dirais, les premiers films, ça a été ce film-là avec ma mère. Et comment ça s'appelait? Donc, c'est un film qui a été très, très populaire à cette époque-là. Puis ensuite,
Ben, écoute, moi, je suis né aussi avec les débuts de la télévision. Oui. J'ai commencé à voir la télévision, dont Les Ploufs, qui a été une des premières séries qui a été diffusée. Je pense que c'était... Dans mon souvenir, c'était le mercredi soir, puis il y avait Les Ploufs, puis après ça, il y avait la boxe. Je pense que c'était une soirée de télévision que les enfants aimaient beaucoup. C'est sûr. Puis le lendemain, dans l'école, on pratiquait les deux, les Ploufs puis la boxe. Donc, tu étais déjà en audition, tout jeune, pour jouer dans les Ploufs, finalement. Ouais. Ben, en tout cas, ça m'avait impressionné. Puis, fait que c'est ça. Sinon, l'accès au cinéma, ben, il y avait des cinémas, le cinéma sur la rue Saint-Denis. Mais je me souviens très bien des grandes salles parce que c'était très fréquenté, les cinémas. Ouais. Puis quand tu étais au milieu de cette foule-là, le film avait un impact considérable. Tu sais, Ouais. tu étais nombreux. Ben, en tout cas, on en reparlera avec les 400 coups parce qu'il y a eu aussi, au début, il y avait l'Élysée, il y avait des petites salles qui étaient près de Saint-Laurent et Sherbrooke. Ouais. Là. Et moi, ça, j'ai beaucoup fréquenté. C'était comme, dans le fond, c'était pas la Cinémathèque. Je suis pas sûr qu'elle existait à ce moment-là, mais c'était l'équivalent de la Cinémathèque. C'est-à-dire que c'est là qu'on allait voir tous les films, un peu les premiers films, toute la nouvelle vague. Ouais, ouais. C'est là qu'on l'a vu, c'est là qu'on l'a découvert. Ben, allons-y dans la première vague avec justement Les 400 coups de François Truffaut. C'est un film de 1959 qui met en vedette Jean-Pierre Léaud, l'éternel Antoine Doinel, Oui. et Jeanne Moreau qui joue sa sublime mère, est magnifique dans ce film-là. Peux-tu me résumer un peu Les 400 coups? Ça parle de quoi, ce film-là? Ben, les 400 coups, c'est le début de l'histoire d'Antoine Doinel que Truffaut va faire suivre de plusieurs autres films. On va le voir vieillir. Mais au début, Antoine Doinel, c'est un petit garçon, puis il vit dans un milieu familial assez déplorable parce que sa mère l'aime pas beaucoup, et puis il y a un beau-père, là, c'est pas son vrai père, et puis bon, il fait des bêtises, il fait un peu les 400 coups, puis à l'école, il y a des problèmes, là aussi, il y a des problèmes, il y a des professeurs qui sont pas très fins avec lui, puis lui, il est plutôt rêveur, tu sais, puis il est déjà dans la littérature, tu sais, et tout d'un coup, tout ça s'accumule et finalement, il est placé dans une maison, pas une maison de redressement, mais une maison pour les enfants qui sont difficiles, et il s'en échappe. Et le film se termine. Là, il s'en échappe, il parcourt une partie du pays où il est hébergé contre son gré, et il s'en va vers la mer. Et le dernier plan, c'est Antoine Doinel qui découvre et qui voit la mer pour la première fois. Et c'est plein d'espoir. C'est un beau film parce que je l'ai revu heureusement récemment à Studio Canal, où on peut voir beaucoup de films. Et c'est en noir et blanc. Et honnêtement, tu sais, on connaît beaucoup Paris par le cinéma. Mais Paris en noir et blanc, en suivant ces deux, parce qu'il y a un ami qui s'appelle René aussi, bon, en suivant leurs histoires, leurs mauvais coups, tu sais, ils volent un moment donné un gros dactylo très lourd, puis ils trimballent ça à travers Paris. Puis là, tu découvres un Paris gris, un Paris humide, tu sais, c'est tourné l'hiver. C'est pas un Paris de touristes. Non, pas du Même tout. si on voit la Tour Eiffel au début, mais la Tour Eiffel n'est pas montrée comme un lieu touristique. J'ai l'impression que c'est quelque chose de noble on s'approche tranquillement de la Tour Eiffel. C'est le générique qui est magnifique avec la musique. Je me souviens pas qui a fait la musique. En plus, il est hyper connu. C'est pas Georges Delerue, mais ça me reviendra sinon. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, tu découvres à la fois... Puis, ce petit garçon-là, il vit dans une ville qui s'appelle Paris, mais qui n'est pas la ville touristique, glamour et tout ça. Au contraire, sa réalité à lui est un peu... Elle n'est pas sordide, tu sais. C'est pas les banlieues parisiennes de maintenant, mais c'est une vie assez difficile. Et lui, c'est un personnage auquel tu t'attaches. Il est magnifiquement joué par Jean-Pierre... C'est Jean-Pierre Léaud qui le joue. Et il est splendide, Jean-Pierre Léaud, parce qu'il y a une espèce de côté très rêveur. Il est rempli d'espoir puis de vie. Et puis, alors, tu t'attaches à lui dès le départ. Et puis, tout ce qui lui arrive, ça te touche. Et quand ça finit sur la mer... Tu ne le sais pas à ce moment-là quand on voyait le film, mais dans le fond, c'est comme si sa vie s'étalait devant lui, puis il va avoir une vie que François Truffaut va nous raconter. C'est sûr que probablement pour François Truffaut, c'est comme un prête-nom. Je ne sais pas quelle a été son enfance réelle, mais tu sens que c'était proche de ça. Oui, il était ce genre de gamin-là qui n'était pas intéressé par l'école, mais Antoine Doinel a déjà une intelligence supérieure. L'école n'est pas faite pour lui. J'ai l'impression qu'il est trop en avance, donc c'est pour ça qu'on dirait peut-être une douance aujourd'hui, là.
c'est un rêveur. Il y a un peu un côté anarchiste en Oui, lui il est un aussi. petit peu rebelle, il est un petit peu révolté. Oui, oui. Puis tu le comprends, il y a des bonnes raisons de l'être. Alors, c'est un film, moi, je n'ai jamais oublié ce film-là durant toute ma vie. Et parmi la Nouvelle Vague, puis j'ai beaucoup fréquenté la Nouvelle Vague. Je les ai vus, les autres films. Les films de Jean-Luc Godard, évidemment. Puis les films d'Éric Rohmer, puis les films de... tous les cinéastes de cette époque-là. Puis il y avait des belles productions. Puis il y avait même aussi un côté très fantaisiste. Tu sais, Belmondo est décédé. Puis il y a plusieurs des films qui mettaient en scène Belmondo. Oui. C'était des films joyeux, c'était des films pleins de vie. Non. Fait que moi, mes plus beaux souvenirs du cinéma comme spectateur, ils sont liés à la Nouvelle Vague. C'était les premiers films d'un cinéma français très vigoureux, très audacieux aussi. Tu sais, la chinoise, les films de Godard, là, c'était pas Pierrot le Fou. Tu sais, on voyait des images que le cinéma américain nous offrait pas. Puis moi, je lisais beaucoup en même temps les revues de cinéma françaises. Oui, les cahiers du cinéma, j'imagine. Les cahiers du cinéma. Alors, je dévorais les cahiers du cinéma. Par bout, je comprenais strictement rien, mais il n'empêche que j'étais familier avec cet univers-là. J'étais même familier un peu avec l'argot français, parce qu'il y avait aussi une littérature qu'on lisait. Je me souviens des polars français qui étaient en argot. Je baignais beaucoup dans cette culture-là, bizarrement. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, hasard, études aussi, je suis allé vers le cours classique, fait que on était proche de ça. On étudiait le latin, puis on fréquentait les auteurs français. Fait que moi, j'ai été très marqué par cette période-là du cinéma. Oui. Dans quel contexte tu l'as découvert, le film? Au cinéma, à l'Élysée. OK. Oui. Parce que tu disais que ça avait été spécial de découvrir ça dans oui, une mais salle, c'est pas ça. Tu vois, dans les grandes salles, c'était pas du tout les nouvelles vagues qui étaient présentées. C'était des films américains, c'était des grosses superproductions, puis j'y suis pas allé très souvent. OK. J'ai pas fréquenté. Écoute, bizarrement, moi, je découvrais des fois des cinéastes américains par les cahiers du cinéma. Tu sais, qui parlaient beaucoup. Par exemple, leur grande star, c'était Woody Allen. C'était une de leurs grandes stars. Moi, j'ai découvert... Puis ça aussi, c'est un cinéma qui m'a touché. Tu sais, Manhattan, tous ces films-là, ça me touchait. Puis dans le fond, c'est de même nature. Hein? Des films dans des grandes villes avec, filmés amoureusement, et puis des histoires de gens dont je me sentais proche. Donc, une grande star aussi du cinéma français, des cahiers du cinéma, c'était, voyons, celui qui fait des westerns maintenant, qui est encore âgé, qui vient de tourner un dernier film qui a 80 quelques... Clint Eastwood. Clint était une de leurs stars. Moi, j'étais étonné. Je me disais, Clint Eastwood, des fois, il y avait des films de Clint Eastwood. On était un peu méprisant par rapport au cinéma américain. À l'époque. Ça change pas, en fait. C'est de tout temps. Mais ça, c'est toujours une minorité. Nous autres, on l'était, mais les salles étaient quand même bien remplies. Oui. Donc, le cinéma de divertissement existait beaucoup, mais il y avait aussi ce cinéma-là, plus jeune, plus créateur. Oui. Quel genre d'enfant t'étais? Est-ce que tu t'identifies au personnage d'Antoine Doinel? Étais-tu proche de ça? Étais-tu un peu rebelle? Étais-tu un peu fort en gueule? Non, pas du tout. Non. C'était le contraire. Moi, j'étais un enfant très docile. Je suis le dernier d'une famille de 5. Une sœur, 3 frères. Donc, j'étais le bébé. J'étais pas... Tu sais, 10 ans de différence entre moi et mon frère aîné. Alors, j'étais le petit dernier. Et j'y ai repensé là, depuis un certain temps, puis je me rends compte que j'étais un enfant assez solitaire. Pas par choix, mais parce que mes parents étaient occupés. Puis, tu sais, j'étais le dernier enfant. J'étais arrivé un petit peu là, comme une surprise. Là. Oui. Et puis, mes frères étaient plus vieux. Ils travaillaient, ils étudiaient. Fait que j'ai beaucoup été avec ma sœur et mon frère, qui étaient un peu les substituts, si tu veux, de mes parents, d'une famille qui était assez, très, très amoureuse, là, tu sais, chez nous. Mais souvent, seule.
parce que tout le monde était occupé. Puis moi, ben, j'étais plus petit, j'allais pas encore à l'école, fait que je jouais. Et donc, je me rends compte que j'ai eu une enfance très rêveuse. Avec les amis, je jouais dehors, en avant, dans la ruelle, tout ça. On s'inventait toutes sortes de jeux. Puis j'avais un frère, mon frère Georges, qui est toujours là, qui était très imaginatif. Lui, il nous inventait des jeux. Il organisait des séances dans la cave. On organisait des espèces de parties dans la cour arrière avec toutes sortes de jeux. Tous les enfants étaient invités. Lui, il était très imaginatif. Lui, il m'a beaucoup amené dans des univers. Puis c'est grâce à lui, finalement, que j'ai découvert la culture. C'est lui qui m'a amené mes premiers concerts de musique. OK. Lui, c'est un fou de musique classique. Alors, il m'amenait voir des quatuors à Montréal. Il m'a amené dans les galeries de peinture. Ce frère-là m'a initié complètement à la vie culturelle. Wow. Alors qu'un autre de mes frères, lui, c'est du sport qui m'a enseigné. J'ai beaucoup tiré de mes différents frères. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé ces relations-là dans différents personnages au cours de ma vie d'acteur. Oui, oui. J'ai l'impression que pour être acteur, il faut avoir un petit côté un peu rebelle pour Ouais. se prêter aux autres ce qu'Antoine Douanel a déjà. Là. Ben, je l'étais pas petit, puis j'ai commencé à être rebelle à partir, je te dirais, de l'âge de... Quand je me suis mis à... J'ai écouté pendant 10, 15 ans, puis à un moment donné, je sais pas, je me suis tanné d'écouter, je me suis mis à parler, Oui. et là, je suis devenu rebelle. Puis j'ai été assez rebelle au collège. Qu'est-ce que tu faisais, par exemple? Ben, par exemple, à cette époque-là, il y avait la censure, puis tu n'avais pas le droit de lire tout un tas de livres. Et moi, évidemment, systématiquement, ce sont ces livres-là que je lisais. Donc, il y avait cette rébellion-là. Il y avait une rébellion aussi dans les costumes. Tu sais, je m'habillais un peu à la française, dans le fond, quand j'y repasse, les cols roulés, des vestons en velours cordé, et puis les cheveux, toujours une mèche de cheveux dans le visage. Donc, j'étais rebelle dans mon apparence, rebelle. Puis après ça, ben, vont se succéder les rébellions que l'époque a connues, c'est-à-dire celle du McGill français, celle des manifs, surtout liées à la langue, les manifs et aussi puis la participation au mouvement indépendantiste, et puis l'École nationale. Puis là, nous autres, notre départ de l'École nationale. Parce que vous avez fait la grève et vous avez quitté en bloc l'École nationale de théâtre. Exact. En troisième année, parce qu'on avait dit ça suffit, on veut plus. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voulait plus? On voulait plus être les exécutants d'une culture, dans ce cas-là, française, théâtrale française, alors qu'on voyait qu'il y avait des auteurs du Québec, c'était l'époque de Michel Tremblay, tout ce monde-là, des metteurs en scène québécois. On voulait travailler à notre propre culture et l'école était encore à ce moment-là dominée par la culture française et souvent même le directeur de l'école, il venait directement de Paris. Ah ouais. Là, alors, puis là, c'était inadéquat. Là. Ça devenait... on voulait qu'il y ait une révolution. On a essayé de négocier ça. Je me souviens, Jean-Denis Leduc et moi, on avait tout un cahier de propositions. On avait essayé de négocier avec la direction qui n'avait pas cédé à nos demandes. Et on avait quitté. Ça avait fait un gros chiard parce que d'abord, c'est la seule fois où une promotion, là, toute une classe quittait l'école. Ça a fait chambranler l'école et ça l'a fait changer. Puis aussi, on avait eu un impact dans le milieu parce qu'on avait organisé des rencontres avec le milieu théâtral pour leur dire, écoutez, il faut qu'on arrête. Par exemple, tu ne pouvais pas jouer au théâtre si tu ne parlais pas à la française. Puis on trouvait que ça n'avait plus de bon sens. Il fallait qu'on puisse parler notre langue québécoise, le français québécois. Puis la vraie révolution, c'est évidemment Michel Tremblay qui fera parler les Belles-Sœurs, mais c'était pas la seule langue qui était parlée. Moi, j'étais de Montréal, puis on parlait une langue française qui n'était pas celle de Paris, mais qui était qui est celle que je parle toujours, là, compréhensible. Alors, il y avait toutes ces revendications. Ça a été toute cette époque-là. Puis aussi, le féminisme est arrivé, fait que ça a été le rejet des institutions. Moi, je me suis pas marié, les enfants n'ont pas été baptisés. Les refus étaient un peu partout. C'était toute l'époque de la contestation, alimentée par ce cinéma-là, par ce qui se passait au Québec. Voilà. Oui. Es-tu toujours, je ne veux pas dire rebelle, mais indigné aujourd'hui? Oui, bien, je constate qu'entre ce moment-là puis maintenant, il y a beaucoup d'injustices qui n'ont jamais été réglées.
Il y en a... moi, je continue à mener des batailles parce que le français à Montréal est vraiment menacé. C'est-à-dire que le bilinguisme, dans notre cas, est une menace à l'épanouissement du français et à sa capacité d'être la langue commune. À Montréal, c'est vrai. C'est pas un problème ici, mais à Montréal, ça l'est. Donc, il y a ça. Mais j'ai toujours les mêmes sentiments d'injustice sociale. Parce que c'est Marie qui me disait, elle disait dans le journal qu'il y avait 600 000 personnes au Québec qui font appel aux banques alimentaires quotidiennement. C'est énorme. Ouais. C'est énorme et vraiment inadmissible dans un pays aussi riche que le Québec. Oui, d'abondance, là, ouais. On est dans un pays d'abondance. Il y en a de l'argent. Puis là, quand tu vois qu'il y a autant de classes sociales qui souffrent, moi, j'ai toujours le même sentiment d'injustice. Alors, puis là, je ne rentrerai pas dans les autres problèmes de santé, d'éducation. Ils sont nombreux. Puis hier, on parlait, puis tu sais, je me suis rendu compte, au Québec, on a toujours gardé des formules hybrides, tu sais. Il y a du privé en santé, mais il y a du public. Il y a du public en éducation, mais il y a du privé. Partout, on laisse coexister deux structures comme si ça allait pas être difficile à gérer. Bien, ça l'est de plus en plus. Et ça, cette coexistence-là, cette hybridation-là, ça conserve les injustices. C'est sûr que ça conserve une sorte de paix sociale parce que tu n'as pas d'affrontement pendant ce temps-là, mais ça ne permet pas qu'il y ait une véritable égalité ou justice sociale. Il y a des pays qui ne sont pas des pays communistes. Évidemment, on y pense toujours, mais c'est des bons exemples. Les pays scandinaves où la justice sociale semble, en tout cas, être plus réelle. Mais ils consacrent 40 % de leur revenu en taxes, en impôts. Là. Nous autres, on chiale, mais on n'est pas à 40 % d'impôts. Fait que, il y a ça. Et cette hybridation-là, cette difficulté à choisir, est compréhensible, mais elle est aussi politique. On n'a jamais été capable de dire, ben là, ça suffit, ce régime-là ne nous donne pas tout ce dont on a besoin. Donc, on n'a pas été capable de faire le pas vers, disons, l'indépendance, comme on n'est pas capable vraiment de dire, on va avoir un système public partout, en santé, en éducation, en culture. Même en culture, on est hybride. C'est du financement public, mais c'est de la production privée, puis de distribution qu'on contrôle pas trop. Puis c'est comme si... puis on comprend, on est à côté des États-Unis, c'est un poids économique considérable. Bon, on comprend toutes les raisons, mais il n'empêche quand même qu'on est toujours dans un état de mi-chat, mi-poisson. Oui, toujours dans un entre-deux. Je trouve qu'on manque de clarté dans nos choix. Et si on les faisait, et plus tu tardes, plus ça devient difficile. Parce que plus... il y a des avantages à être hybride. Avoir un esprit d'opposition quand on devient président de l'UDA, député, ça sert ou ça peut nuire? À l'Union, ça a été utile. Oui. Ça a été utile parce que c'est un syndicat qui défend des gens. Donc, si tu es un peu indigné, ben tu vas être indigné aussi des injustices ou des choses qui fonctionnent mal. Puis tu vas donc défendre puis proposer des solutions pour essayer de régler ces problèmes-là. Fait que je peux pas me plaindre de ça. Cette conscience-là de la menace culturelle, un des moyens de la défendre, c'est évidemment l'Union des artistes. Ça joue un rôle quasiment politique. C'est assez important. Et puis, pendant que j'étais là, on s'est battu pour la diversité culturelle à travers le monde, ce qui m'a fait voyager dans le monde, puis ce qui nous a permis de passer, de faire adopter une convention à l'UNESCO, ce qui est quand même pas banal. Ça a pris 5 ans de travail ardu, mais on a quand même une convention internationale. Cette convention-là, elle est utile, mais elle est dépassée maintenant à cause de ce qu'on voyait venir, les réseaux sociaux, mais... Parce que c'est autour de 2003-2004? Peut-être un peu avant. La convention, elle a été adoptée en 2005, officiellement, je pense, à l'UNESCO, à Paris. J'étais là. D'ailleurs, c'est une des rares fois où deux non-membres, non-diplomates ont pu
prendre la parole ouais. quelques instants à l'UNESCO. C'était assez impressionnant. J'étais là avec un copain africain. Puis on a dit quelques mots, ça a peut-être duré 2 minutes, mais puis on était dans la tribune, on n'était pas à l'avant, mais on avait des micros, puis on a pu parler à l'Assemblée des Nations. C'est assez étonnant, ça. Fait que, en politique, ben là, bon, tu connais l'histoire politique. Moi, je faisais partie, j'ai été membre du Parti québécois. Puis, il y a eu des circonstances où là, je me suis dit, je suis plus capable d'endosser la loi du parti. Là, ouais. Donc là, j'ai quitté parce que je n'étais plus capable de supporter ça. Ouais. Je trouvais qu'il y avait des décisions qui n'étaient pas justes. Et puis, bon, tu en prends un certain nombre, tu es solidaire, puis à un moment donné, tu te dis, ben là, il y a des gouttes qui font déborder le vase. C'est ça qui s'est passé. Comme Antoine Doinel, suivre tes idées, suivre tes aspirations, puis quitter s'il faut. Ben oui, tes convictions, puis à un moment donné, ben il y a une logique là-dedans. Oui. C'est ça. Ton prochain film duquel je veux parler, comme tu vois, les films sont très prétextuels. Hein? Ouais. Blade Runner de 1982, réalisé par Ridley Scott, qui met en vedette Harrison Ford, Sean Young, Edward James Olmos et Rutger Hauer. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Donc, mais intéressant choix intéressant. Oui, c'est difficile de choisir 3 films. Puis celui-là, comme il dit, c'est pop-up. Ça a popé dans ma tête. Je me suis dit, Blade Runner. Pourquoi? Parce que j'y ai cru à cet univers-là. Je trouve, moi, je suis pas un fan de science-fiction puis tout ça, mais quand j'ai vu ce film-là, puis je l'ai revu 2 ou 3 fois, à chaque fois, je croyais à cette vision futuriste de ce que ça pourrait être. Je pense pas, peut-être que le monde ressemblera à ça, mais probablement pas non plus, tu sais, les voitures volantes puis tout ça. Mais il y avait dans cette vision-là la possibilité. Puis là, il y avait cette drôle de recherche des réplicants, des gens qui sont à la fois qui sont comme des cyborgs, puis des cyborgs au niveau de l'ADN, puis bon, c'est tout ça, c'est la quête, la recherche de l'ADN d'une personne, puis lui, est-il ou pas fils d'une femme qui était un androïde, mais avec la capacité de mettre au monde, donc ce qui représentait une menace pour ceux qui ont cette capacité-là, puis qui la conservent jalousement. Mais ça pose tous les problèmes dans lesquels on entre actuellement, tu sais, les problèmes d'intelligence artificielle, les problèmes aussi de tout ce que la médecine et la chirurgie vont nous apporter, c'est-à-dire le remplacement des organes, le soutien, tu sais, même psychologique de certaines fonctions, la durée de vie qui va s'étendre. On le sait là que ça s'en vient. Il y a un beau livre là-dessus écrit par M. Harari. OK, ça me dit rien. Qui est un Israélien qui a écrit un livre, mais où il montre que les progrès à la fois dans l'intelligence artificielle et aussi dans les progrès dans la connaissance du corps au niveau de la médecine et de la possibilité d'y intervenir. Si on joint tout ça, la robotique et tout ça, la robotique, à un moment donné, elle va entrer dans nos propres vies, elle va entrer dans nos corps. On va avoir des parties robotisées et les robots auront probablement une intelligence quasi équivalente ou sinon supérieure à la nôtre, l'intelligence qui apprend d'elle-même. Là, on est là-dedans un petit peu, puis quand on regarde, par exemple, l'impossibilité d'échapper aux données qu'on émet, ça veut dire qu'on sait très bien que quel que soit le pouvoir qui s'empare de ces métadonnées de chacun et de chacune, on sait absolument tout de nous, où on était, avec qui, qu'est-ce qu'on a fait, bon, à quel moment. Donc, la possibilité d'une société qui va littéralement nous échapper comme individus et qui va appartenir, on ne sait plus trop à quoi. Actuellement, on le voit, Facebook change de nom et il s'appelle Meta. Ce qui est un grand... c'est un beau signe, hein? Meta, ça veut dire que Meta fait des milliards et des milliards et des milliards et là, on est dans la logique qu'on connaît bien, celle du profit qui s'accumule, de l'argent et du contrôle par
quelques individus, des membres, tu sais, ceux qui dirigent le GAFA, littéralement commencent à avoir le contrôle à la fois sur les opinions et de plus en plus sur le pouvoir politique. Et de plus en plus, ils vont avoir donc des pouvoirs sur les sociétés elles-mêmes et ils vont avoir le contrôle de l'information. On n'est pas loin, là, d'un monde dominé par, on ne sait pas trop quoi, et par une minorité. Oui, puis par des minorités privées en plus, qui Exact. ne répondent à aucun État et qui ne répondent à personne. Qui ne sont pas élus, mais qui dominent outrageusement parce que leur pouvoir économique augmente. Et plus leur profit augmente, plus on sait que la misère, dans une même proportion, augmente. Oui. Si on ajoute à ça les phénomènes écologiques, les menaces, plus les phénomènes migratoires qui sont de plus en plus et politiques et écologiques, on se retrouve dans une société qui n'est pas si loin de celle que décrivait Blade Runner, avec multigenres, multiraces, multi-tout, là, des gens... Il y a même, je pense, dans ce film-là, des espèces d'êtres qui sont à moitié des machines, des robots. Donc, on est dans un monde où... c'est une nouvelle mixture de ce qu'on connaît comme des ingrédients humains. Alors, c'est pour ça, je pense, que ce film-là m'a toujours fasciné. Bon, la quête elle-même du personnage, probablement que c'est un des 7 scénarios possibles du cinéma. Oui. Là, C'est un film noir, donc le punch du film noir, en général, c'est « Ah, c'était moi tout ce temps ». C'est souvent ça, et ce film-là n'y fait pas exception, mais il est quand même intéressant. Enfin, il y a plusieurs versions du film. Une où est-il un répliquant, une autre où ne l'est-il pas. C'est laissé au choix de ceux qui ont vu les multiples versions du film. Il y a de multiples versions aussi. Oui. Ça, je savais pas. Oui, puis Ridley Scott s'est toujours battu pour faire sa version, puis... Ah bon, ouais. Ça a été un gros combat pour Ridley Scott. Il y avait un director's cut, comme ils disent. Mais puis, moi, je trouve que c'est un cinéaste. Il a fait d'autres films. Ridley Scott, c'est un sacré bon cinéaste. Là. C'est un créateur important. Oui. Donc, qui est encore très actif du haut de ses 85 ans. Il vient de faire un dernier film que j'ai pas vu, qui est au cinéma actuellement. Oui, le dernier duel. Oui, c'est ça. Et la semaine prochaine, il y a son autre film qui sort, House of Gucci, sur Gucci. Tu vois, fait que c'est ça, moi. Puis je me rends compte que ce film-là, il m'a influencé à cause de ça, là, de ce que j'ai vu se déployer comme un univers. Et je me suis dit, ouf, ça ne sera pas exactement ça, mais les grandes tendances s'en vont. Et ça, c'est un des mérites. Comme je te dis, je ne suis pas un amateur de science-fiction, mais un des mérites de la science-fiction, c'est de prévoir. Ouais. Et puis, malheureusement, souvent, il prévoit juste. Oui. Le film est basé sur une nouvelle de l'auteur Philip K. Dick qui a écrit... le titre original, c'est « Do Robots Dream of Electric Sheep » parce que les robots rêvent de moutons électriques. Qui est un super beau questionnement. Il y a des idées très existentialistes dans le film. Et je sais que tu te définis philosophiquement comme existentialiste. T'as écouté quoi, ça? Où est-ce que t'as vu ça? Est-ce que c'était avec Jean-Philippe Plot ou avec avec Michel Lacombe? Je me souviens plus lequel des deux. Probablement, mais je veux qu'on aille sur ce terrain-là avec toi, de l'existentialisme, parce que c'est quand même... La question du film est intéressante. Si l'homme joue à Dieu, la création finit par dépasser ou par sortir du contrôle de son créateur, puis c'est là que ça devient terrifiant, et c'est là que l'humain fait « Hey, on est allé trop loin, il faut qu'on les élimine ». Mais eux disent « Oui, mais on est quand même des êtres peut-être de robotique, mais de chair aussi, avec nos réflexions, nos ambitions. » Oui, c'est sûr que les problèmes moraux que vont poser les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique, ça va être gigantesque. C'est déjà commencé. Oui, pour le petit exemple, ils ont créé 2 intelligences artificielles qui ne se connaissaient pas. Ils les ont fait communiquer entre elles et en l'espace de quelques heures, elles avaient développé leur propre langage que l'humain n'arrive toujours pas à décoder. Imagine. Puis ils ont dû déploguer la machine en disant que ça va trop loin, on comprend plus. Là. Ouais, c'est l'atome, là. Oui. C'est ça. L'existentialisme, ça vient des études, mais probablement aussi de toutes ces influences-là. C'était à la même époque, un peu plus tard, donc moi, je dois avoir, dans les années 65, avant d'entrer à l'École nationale, j'ai fait le traditionnel cours classique.
Et il y avait 2 années de philo. Dans bien des collèges au Québec, ils étudiaient la philosophie thomiste de saint Thomas, puis OK. tout ça. Nous, les profs qu'on a eus, c'était des Belges, des Suisses, M. Pestiot, M. Kaufmann. C'était du monde, donc, qui venait de Louvain, ou donc qui venait d'écoles de philosophie qui étaient essentiellement existentialistes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'existentialisme, c'est comme tout Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, ce monde-là, ces philosophes-là. Et ce qu'ils disent essentiellement, c'est pour eux, ton existence précède le sens que tu vas lui donner. Autrement dit, tu viens au monde, tu es comme... c'est pas Dieu qui te met au monde, il n'y a pas de force divine, tu viens au monde par des produits naturellement, là, et tu vas donner un sens à ton existence graduellement. Alors là, ça va être ton milieu familial, tes études, puis tout ça, puis ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire, ça va être ce qui va faire que ta vie, tu as le goût de l'amener, qu'elle a du sens. Et à travers ce sens-là, ils ont élaboré, Simone de Beauvoir en particulier, la morale de l'ambiguïté, c'est-à-dire ils ont élaboré des comportements et des positions politiques très fortes et des positions humanistes très fortes, parce que si tu veux donner du sens à ton existence toi-même, bien, il y a les autres aussi, et il faut qu'ils aient un sens. Donc, tu vas travailler à ce que le sens commun, le sens de tout le monde et le tien, ce soit un sens harmonieux, la paix, que ce soit justement la justice, que ce soit... Tu sais, parce que sinon, selon leurs termes, tu deviens un salaud. Oui. Et on va te combattre. Tu deviens un dictateur, tu deviens quelqu'un pour qui le profit est la seule raison, ou le pouvoir est la seule raison d'agir, et le profit et le pouvoir se font au détriment des autres. Oui. Donc, c'est une morale qui va vers une sorte d'humanisme athée, qui ne croit pas en une force supérieure, mais avec une morale forte qui est évidemment toujours en discussion, mais qui est une morale basée sur comment rendre le monde meilleur. Oui. Et plus tu le rends meilleur, plus ça te donne du sens. C'est ce que, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de la phénoménologie. Oui. Et j'ai jamais quitté cette position-là, parce que, d'abord, probablement parce que j'ai pas poursuivi d'autres études philosophiques, mais ça m'avait marqué parce qu'on l'étudiait sérieusement. Puis tu vois, j'en parlais avec Jean-Philippe Plot là, dans cette émission de radio, Réfléchir à voix haute. Et je me suis rendu compte que ce qu'on a fait 1 heure sur l'idée de à quoi croyons-nous, ben cette heure-là, je me suis rendu compte que ma position existentialiste, athée, elle est quand même une croyance. Moi, c'est ma croyance, c'est celle-là. Donc, moi aussi, je suis un croyant. Oui, tout à fait. C'est croire qu'il n'y a rien. Ben, qu'il n'y a rien d'au-delà. Donc, si tu veux que ça ait du bon sens de vivre, ben, il faut que ça se passe concrètement. Oui. Ça donne... Moi, j'ai l'impression que ça donne envie de vivre encore plus, puis de se dépasser encore plus, de savoir qu'il n'y a rien, parce que la fenêtre de temps, c'est celle-ci. Oui. C'est celle qu'on a là. Oui. De l'autre côté, tu peux pas te rattraper. Là. Tu peux pas revenir, tu peux pas... C'est ça. Ton existence, c'est tout ce que tu as. Oui. Fait que soit que ça fait du bon sens, ou soit que ça n'en a pas. Oui. Mais c'est une partie de ce que tu peux choisir. Quand tu peux. Il y a des gens qui ne peuvent pas, mais si tu peux, ouais. Fait que... Voilà. Mais c'est une position qui a des exigences. On en parlait tantôt. Si tu as des vraies convictions, ben là, si tu veux que ta vie conserve son bon sens, tu es obligé d'agir selon tes convictions. Oui. Dans tes rôles que tu as joués, dans les invasions, dans le déclin, Pierre, le personnage, j'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas si loin de toi parce que vous portez le même nom ou... Oui, c'est clair que Denis, il a écrit ça avec nos noms parce qu'il pensait à nous. Oui. Dans le cas du déclin de l'Empire, les personnages s'appellent Rémi, Pierre. Il y a eu, pour la première fois au cinéma québécois, un des producteurs, René Malo, je pense, a exigé qu'il y ait des auditions. Okay. On faisait pas ça avant au cinéma. Moi, j'ai tourné tous mes premiers films. Ils m'appelaient, puis je disais oui ou je disais non, mais je tournais. Et là, ce projet-là, Denis, que je connaissais parce qu'on avait tourné Les Ploufs 2, oui. puis c'est là que j'ai tourné avec lui,
Quand il a écrit la première version du déclin de l'Empire, c'était une sacrée brique. Tu sais, c'était, je pense que ça avait 300 pages. Oh, c'est assez ambitieux comme oui, film. c'était très ambitieux. Et puis, il nous avait envoyé ça, ceux pour lesquels il avait écrit. Puis, on avait lu ça avec intérêt. Mais ensuite, ça a pris au moins 1 an avant que... Puis là, moi, j'avais dit, il n'y a pas de problème, si tu veux tourner ça, moi, je vais me libérer, tu sais. J'étais assez en demande, fait que fallait que je dise oui. Puis je m'étais gardé libre, puis là, ça n'avait pas pu se tourner. L'année d'après, je me souviens, là, ça devait se tourner à l'automne. J'ai dit, parfait, moi, je te garde mon automne libre. Et tout d'un coup, au milieu de l'été, je reçois un téléphone, il me dit, Pierre, on va être obligé de passer des auditions. Là, moi, j'étais... Là, je me suis dit, voyons, non, pourquoi on va passer des auditions? Crime, tu l'as écrit avec nos noms, on le sait très bien que... Mais il dit, c'est une exigence. Et on a passé des auditions, mais là, moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on... Fait que là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait en profiter pour travailler certaines scènes. J'ai dit, OK, faisons ça. Au moins, on aura déblayé du terrain. Et il a passé des auditions. Puis là, la pression, c'était... Hey, soyez bons, là, parce que si jamais il y en a un autre meilleur, vous allez perdre le rôle. Et c'est arrivé dans certains cas. Ah, pour vrai? Oui. Je te dirai pas qui, mais il y a des personnes qui ont perdu leur rôle parce qu'en audition, il y a eu d'autres actrices et d'autres acteurs qui étaient meilleurs qu'eux à l'audition. Intéressant. Ouais, et c'est devenu le déclin. Donc, ça, moi, ça m'avait un peu mis... tu sais, je trouvais ça... Je me disais, franchement... Bon, maintenant, des auditions... des fois, il y a des choses... que je dis, ben là, non. Moi, je passe pas d'audition pour ça. Je suis capable de faire ça n'importe quand. Mm-hmm. Mais si un rôle... j'écoutais Sophie Dupuis, qui, elle, disait, moi, je fais passer des auditions à tout le monde. Ben moi, mais je connaissant Sophie, là, si elle avait quelque chose, je l'accepterais. Puis j'ai un peu changé d'idée là-dessus. Je me dis, on peut voir ça comme... parce que des fois, c'était exercé comme l'exercice du pouvoir. Mm-hmm. C'est moi qui produis ou c'est moi qui distribue, puis c'est moi qui décide si t'es bon, si t'es pas bon, ben non. Si, tu sais... Fait que mais dans les meilleurs des cas, quand ça se passe bien, ça veut dire que tu vas avoir un moment privilégié pour essayer de cerner un personnage avec une honnête personne qui est la personne qui va réaliser. Dans ce sens-là, c'est une séance de travail. Puis tu vas peut-être découvrir que, t'es peut-être pas... Puis le réalisateur ou la réalisatrice, ils vont peut-être découvrir que finalement, c'est pas vraiment toi. Mm-hmm. C'est plus, il y a quelqu'un qui est plus proche. Et ça, je respecte ça. Moi, je me dis, c'est pas du typecasting. Tout d'un coup, tu fites dans un personnage ou ben non. Puis des fois, ça peut être très subtil. Puis dans ce temps-là, ben, pour le film, t'es mieux de choisir les bonnes personnes. Je reviens un peu à l'existentialisme, mais dans d'autres personnages que tu as joués, est-ce que tu te poses des questions existentielles sur les personnages que tu interprètes? Peut-être pas tout, mais pour certains. Non, je ne me suis pas posé beaucoup des personnages, des aspects philosophiques. Plus sur, souvent dans les personnages, sur le contenu du film, sur son sens. Je me posais des questions, puis je m'en pose toujours sur la portée, si tu veux, politique ou sociale des films. Ça m'importe, moi. Même si j'ai adoré, par exemple, faire Le Ventre du Dragon. Oui. C'est des personnages, c'était de la comédie, c'était merveilleux. C'était très le fun comme film. Puis avec Yves Simoneau, on avait écrit, nous autres, le film de vol, là. Le film de vol? Ah, mon Dieu, c'est loin dans ma tête. Attends, voyons, je l'ai écrit. Je me souviens juste d'un mauvais titre qui avait été donné par quelqu'un d'autre qui voulait appeler ça « Capoute camion ». En tout cas, c'était basé sur... C'était un des premiers polars qui se tournait au Québec. Puis moi, j'avais été co-scénariste avec Yves de ce film-là, avec Robert Gravel, puis Marie Tifo, puis c'était une belle gang. Jacques Godin, c'était un sacré beau film. Comment ça s'appelle, donc? Je sais pas. Peut-être que notre technicien, s'il y a 2 secondes, non. Il fait 5 ans. Allez, on va essayer de le retrouver. À la pause, je vais le retrouver. Parfait. Parce que c'est trop con de ne pas se souvenir de ça. Et puis, donc, je n'ai rien contre les films de... J'aime ça, moi, le divertissement au cinéma.
Mais en même temps, j'aime ça aussi quand ça a une portée. Un des premiers films que j'ai... Un des rares films politiques qui a été fait au Québec à cette époque-là, c'était Lucien Brouillard. Oui. Et ça, ce film-là, moi, c'est un personnage-là qui était très proche de moi. Un défenseur de la veuve et de l'orphelin, puis là, il décide qu'ils vont... Il se fait manipuler, puis ils font un attentat contre le premier ministre, qui était joué par Jean Duceppe, je m'en souviens. L'attentat échoue, puis lui paye pour, parce qu'il a été roulé dans la farine. Mais ce personnage-là, il était beau. Puis il y avait une volonté là, de parler politique, de parler de justice sociale. Puis tu vois, malheureusement, c'est un cinéaste qui n'aura pas réussi à tourner beaucoup. Bruno, après, il a tourné en France, il a tourné à la télévision, probablement qu'il tourne encore, mais il n'a pas fait d'autres longs métrages de fiction de cette nature-là. Ouais. Ça, c'est tout à fait dommage. Puis les films politiques, ça a été long. Il s'en est pas fait tant que ça. Non, ça, juste la carrière de Pierre Falardeau a été épouvantable par les idées qu'il voulait amener à l'écran. Les institutions, ils disaient, tu peux pas. Non. Bruno Carrière. Pour se souvenir de son nom comme il faut. Ben voilà. Alors, c'est ça. C'est sûr que quand tu tournes, tu essaies que les films signifient quelque chose, soient porteurs de quelque chose, tu sais. Oui. Ne serait-ce qu'une bonne histoire. Voilà. Très pertinent. Troisième film maintenant, Les Ploufs. Ça nous amenait là directement. Exactement. Le lien était parfait. Les Ploufs, 1981, de Gilles Carle, dont l'affiche est un autoportrait de Gilles Carle pour les 40 ans du festival. Oui, je ne savais pas que c'était son affiche, c'était son magnifique. Portrait. C'est un autoportrait de Gilles Carle. Oui. Grand cinéaste, grand film, sauf erreur, un des premiers films avec des ambitions de blockbuster québécois et des ambitions... réussies, je pense. Réussies, mais des ambitions de faire un film à grand déploiement. Je pense qu'ils ont repeinturé les immeubles de la ville de Québec pour le film. Ça a été énorme. Ça met en vedette Gabriel Arcan, Juliette Huot, Émile Genet, Denise Filiatro, Anne Letourneau et un certain Pierre Curzi. Serge Dupire aussi, qui faisait le fils sportif qui a fait carrière depuis en France. Ça, c'est celui qui joue au baseball. Ça. C'est ça, oui. Ouais. Ah, quelle belle scène. Oui, c'était J'adore ça. Oui, pourquoi La famille Plouffe? Mais là, je me suis dit, un film, je voulais pas aller dans des films dans lesquels je joue, mais ça, c'est pas grave si je joue dedans. D'abord, Gilles Carle, à mon sens, moi, j'ai appris plus du cinéma avec Gilles Carle qu'avec n'importe qui d'autre. Ouais. C'était un grand cinéaste à plusieurs titres. Parce que c'était un bon conteur, mais c'était aussi une formation de peintre. Alors, les images, pour lui, là, c'était plus que shooter ça. Là. Il fallait qu'il y ait des détails. Je me souviens des plans sur les toits. Là, lui, il insistait parce qu'il fallait qu'il y ait de la fumée sur toutes les cheminées qu'on voyait. Il composait beaucoup. Et il y a aussi... Et puis, c'était un drôle de directeur d'acteur parce que il dirigeait pas beaucoup, mais il te répétait presque toujours la phrase essentielle qui décrivait ton personnage. Quand tu lui posais une question, il disait « Ouais, mais pense à telle scène quand tu dis ça. » Puis, moi, ça a pris du temps avant que je comprenne que ce qu'il me donnait, c'était la clé du personnage. Puis ensuite, quand on tournait... Il donnait, surtout aux jeunes qui commençaient comme... Quand même, moi, j'avais 30 ans, mais j'avais tourné des films, mais c'était mon premier vrai gros, je dirais, film à chair, là, tu sais, où le personnage avait beaucoup de chair. Et il nous disait, OK, il faisait une première prise. S'il voyait que tu l'avais pas, il s'organisait pour qu'il y ait une raison pour que tu refasses. Il nous donnait 2-3 chances. Okay. Après 2-3 chances, là, c'est dommage. Mais tu étais conscient là, que, tu venais de te mettre, tu disais, c'est pour toi que je le fais. Là, Il ne disait pas, mais tu le savais. C'était un formidable joueur d'échecs. Et moi, je l'ai vu durant le tournage des Ploufs jouer avec son producteur une partie d'échecs invraisemblable. Parce que c'était déjà un gros budget. C'était Héroux qui produisait ça. Et c'était un gros budget. Et avec des gros moyens, une grosse distribution, des grosses scènes, des locations. Ça coûtait cher. Mais malgré tout, à cause de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire, il voulait faire une œuvre vraiment
avec le moins de failles possible. Et puis, c'était un long métrage, mais qui allait aussi servir... Je pense qu'on faisait 4 épisodes de TV en même temps. C'est un téléfilm en même temps. C'était un téléfilm en même temps. Et là, il avait besoin de plus de temps. Alors, il a joué aux échecs avec son producteur. Et moi, j'étais utilisé, j'étais comme un de ses pions, parce que souvent, je tournais des scènes, puis hop, la scène n'était pas finie, puis on était obligé d'arrêter la journée. Fait que là, il me disait, ben tu reviendras demain, parce que... Et j'étais toujours là, comme, il faut qu'on finisse cette scène-là, on peut pas la monter, on n'a pas la fin. Alors, mais on avait un horaire où on était passé à une autre scène. Fait que de jour en jour, on reportait le tournage d'un certain nombre de séquences dont on avait absolument besoin pour que les scènes du film aient du bon sens. Ouais. Et en même temps, l'avantage que moi j'ai compris à un moment donné, c'est que non seulement ils me payaient, parce qu'on n'était pas très bien payé la première fois, on était payé correctement, mais pas. On était débutants, puis les roues étaient assez dures à la négo. Mais en même temps, donc, ça me donnait des cachets à chaque fois que j'y allais, et j'étais sur le plateau. Puis moi, sur le plateau, j'y allais. Je ne restais pas dans ma loge. J'étais sur le plateau. Je regardais comment ça se passait, comment ils éclairaient, où est-ce qu'ils plaçaient la caméra. Et j'apprenais. Et alors, ça a été une école formidable. Ouais. Alors, et bon, ça, c'est l'aspect, disons, interne. Oui. Mais l'aspect, sûrement, le plus important de ce film-là, c'est que c'est un peu comme le déclin de l'Empire le fera pour l'autre génération. C'était la description de la société québécoise. Oui. En bas de la pente douce, là, c'est Roger Lemelin qui avait écrit ce roman-là. Et il avait saisi l'essentiel de ce que sont les Québécois. Puis les personnages, c'était des archétypes sociaux. C'est bien clair que Gabriel jouait l'intellectuel, l'intellectuel Ovide, non accepté dans notre société. Puis l'histoire va montrer que c'est encore vrai. Les intellos ne sont pas si bien vus que ça. Moi, je jouais l'honnête travailleur, le gars qui va travailler, va rapporter, va avoir un métier, puis il va s'enrichir, mais il va avoir une famille, il va avoir des valeurs intrinsèques, là, celles dont on a hérité du passé agricole, cultivateur. Ovide, lui, jouait le sportif, le gars séducteur, celui qui va aller aux États-Unis. D'ailleurs, il est allé faire carrière en France. Et c'était des archétypes. Et la fille c'était Denise Filiatro, elle était la fille sacrifiée, au service de tout le monde et jamais au service d'elle-même. C'était vraiment ça, la femme québécoise. La mère qui dominait, puis le père qui va finir par avoir un accident vasculaire, puis qui va devenir un peu diminué, inadéquat, un peu exploité, qui essaye de faire une révolte, mais ça avorte. Mais lui aussi, il est campé dans ses positions. Le roi, la reine passe devant chez lui, il ne se retournera pas. Exact. Ça, c'était magnifique, ça. C'était beau, ça. C'était assez beau. Quelle belle scène. Tout le monde, on va voir le roi qui passe. Non, je reste chez nous. Il note dedans, le père. Là. Puis la présence du curé. Le curé était là, il voulait... Fait que, il y avait... Puis moi, ce portrait-là du Québec, quand tu le regardes, même maintenant, il reste... comme œuvre cinématographique, ça se regarde très bien. Et comme document de ce qu'était la société à cette époque-là, c'est parfaitement ça. Et avec Rita Toulouse aussi, première fille un peu volage, mais un peu libre dans le fond. C'était le début d'une certaine liberté qui s'assume. Non, il y avait, je te dis, les archétypes de toute la société. Alors, pour moi, c'est le film le plus important de cette époque-là pour décrire la société. Pas la société du moment où ça a été tourné, mais la société de quelques dizaines d'années avant. Oui, c'était les années 40. 40, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Et puis la fameuse réplique de la maman Plouffe, mon fils. Oui, mon fils était un assassin. Qui tue un homme. Oui. Parce qu'il est allé à la guerre, pas Ovide, pas Napoléon, Guillaume.
Voilà. Puis, pour moi, ça a été le début d'une carrière au cinéma extrêmement fertile. À partir de là, j'ai vraiment tourné beaucoup. Tu sais, je tournais facilement 3 longs métrages par année pendant plusieurs années. Ça, c'est arrivé à d'autres acteurs, pas beaucoup d'actrices, mais à d'autres acteurs. Mais bon, maintenant, c'est pas la même chose. Tu sais, je pense que mon ami Marcel Sabourin, qui a tourné, je pense, plus de films que moi, mais maintenant, il y en a plein d'autres, sûrement. Mais, tu sais, Rémi, Roy, il y en a plein. Mais à l'époque, j'étais vraiment un acteur qui tournait beaucoup, beaucoup. Et partout, j'incarnais, bizarrement, ce Québécois typique. Alors que moi, mon père est italien. Je ne suis pas un Québécois de souche. Je suis la première génération de Québécois, fils d'enfants qui sont d'immigrants, quoi. Oui. Tu l'as dit tantôt, tu viens d'une famille où vous étiez 5 enfants. Avec les 2 parents, ça fait une maison de 7 personnes. Il y a quand même des liens à faire entre, j'ai l'impression, la famille italienne, la famille québécoise, la famille Plouffe. Peut-être chez les Curzi. C'était quoi l'ambiance familiale qui régnait chez toi? Oui, c'était ni l'un ni l'autre. On n'était pas une famille Plouffe, puis on n'était pas une famille italienne non plus. Parce que, donc, mon père, Alfredo, était un immigrant qui est arrivé ici dans les années 20, puis qui a passé toute sa vie ici. Donc, moi, je suis né en 46, tu vois, ça faisait déjà 25 ans. Donc, chez nous. Mais si j'avais écouté mon père, mon père, il avait le syndrome de la réussite, comme tous les immigrants. Ils veulent que leurs enfants réussissent. Puis, il voulait qu'on aille étudier en anglais. Mais ma mère, elle, était fille unique de parents immigrants français. Okay. Donc, la culture française, comme elle était fille unique, elle avait reçu une bonne éducation pour l'époque. Donc, c'est elle qui... Puis, elle ne parlait pas italien. Donc, on parlait le français, puis elle nous a poussés d'abord vers l'éducation, puis vers l'éducation en français. Puis ça a été vrai pour tous les membres de la famille. Et c'est ça qui a fait que notre identité s'est bien construite au moment où l'identité même du Québec évoluait. Alors, on était une famille, donc, qui n'avait pas... Moi, j'avais pas de mononcle. J'étais un gars de la ville. J'avais pas de mononcle à la campagne. La seule famille qu'on avait, c'était une famille italienne qui vivait en Italie, sauf mes 2 cousins qui sont venus travailler au Québec, Jimino puis Dominique, qu'on a connus, mais avec qui on ne pouvait pas parler en italien. Ils ont appris à parler français puis anglais ici. Puis ils sont retournés en Italie. Et c'est... cette famille-là, donc, mais elle n'avait pas non plus toutes les caractéristiques d'une famille canadienne-française comme celle des Plouffe. Alors, par exemple, les livres étaient très présents chez nous, la musique était présente. Il y avait une sorte de culture apportée par ma mère, beaucoup, par ce côté-là de la famille, qui faisait que c'était naturel, chez nous, de lire, c'était naturel. Il y avait des activités qui étaient naturelles, qui n'étaient pas si naturelles ailleurs. Notre nourriture était influencée plus européenne que québécoise. Il y avait des différences comme celle-là, mais pas au point de faire de nous une famille atypique. Donc, on était une famille québécoise, mais c'est ça, sans racines profondes. Oui. Voilà. C'est intéressant de t'être autant intéressé à la culture québécoise, à vouloir y participer puis en être une partie intégrante de cette culture-là aussi. C'était quoi tes premiers contacts avec la culture québécoise? Qu'est-ce qui t'a fait aimer autant cette culture-là? C'est une bonne question. Pourquoi? Ben parce que c'était ma culture. C'est comme... c'est pas une question qui se posait. C'est-à-dire que quand, dans ces années-là, tu nais ici, par exemple, tu vas étudier au théâtre, tu découvres des auteurs qui écrivent pour le théâtre. La littérature est importante. C'est les débuts de la littérature québécoise. Il y a plein d'auteurs. Cité libre, il y a eu après ça Trudeau. Mais Cité libre, c'était lu, mais il y avait d'autres magazines. Il y avait pas mal de magazines que moi, je lisais. Il y avait donc de la littérature. Mon frère m'a amené voir les premières expositions. C'était les expressionnistes à ce moment-là. C'était Maltais, c'était tout ce monde-là qui était formidable, Molinari, puis tout ça. Donc, moi, la peinture, je
je l'ai connu d'abord par les peintres québécois. La littérature, je lisais des livres écrits par des Québécois. Ce que j'entendais de la musique, c'était la chanson était extrêmement riche et créatrice. Il y avait des réseaux de boîtes à chansons qu'on fréquentait. Donc, la question se posait même pas. On baignait dans une culture extrêmement... La télévision aussi nous apportait des images de nous-mêmes. Il y avait comme... L'espace était occupé par la culture d'ici. Elle n'était pas coupée des autres cultures, mais celle qui était prépondérante, c'était la culture québécoise, ce qui n'est plus vrai. Oui. Et c'est probablement, et c'est notre problème, c'est des problèmes liés à tout ce dont on parlait tantôt. Oui. Mais c'est sûr que des jeunes qui naissent maintenant, ils vont naître avec les réseaux sociaux, avec Netflix, avec l'accès. Et les cultures dans d'autres langues, de d'autres pays, sont beaucoup plus importante en quantité et en qualité. Et donc, lui, il va être exposé à tout ça d'emblée. Parmi ça, il va y avoir la culture québécoise, mais ça ne sera pas prioritaire. À l'époque, c'était la culture ambiante. Oui. Comme la langue était, en principe, le français, c'était ambiant. Parce que l'anglais, c'était juste les méchants qui parlaient. Oui. C'est plus vrai. Mais à l'époque, c'était les boss, les profiteurs, les compagnies qui exploitaient les Québécois. Ça parlait tout anglais. Donc, tu ne posais pas de questions. La langue que tu adoptais, c'était la langue de la majorité. La culture que tu vivais, c'était la culture ambiante de la majorité. Voilà. Alors, la question c'est comme ça que il n'y avait pas une question d'intégrer, on était intégré. Forcément, la logique voulait que tu en fasses partie, parce que c'était quand même, c'était le fun, c'était riche, puis tu avais le goût d'en faire partie. Oui. J'ai l'impression que ce phénomène-là n'est pas qu'unique au Québec. Là, j'ai l'impression que toutes les plus... les sociétés plus distinctes à travers le monde, plus... Qui ont moins de poids dans le concert des nations, pour dire ainsi, ont peut-être cette... peut-être que le mot menace est menace américaine, la menace d'une mondialisation de la culture, qui est le bulldozer qui ravage tout, mais qu'on soit dans des petits pays en Europe, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit en Asie, ça doit être la même chose un peu partout. C'est ça qui a donné le combat pour une convention pour la protection de la diversité des cultures à travers le monde. C'est pour ça que ce combat-là, il était logique. Parce que ce qu'on avait vécu ici, qui était menacé, on savait très bien que c'était exactement la même chose pour tous les pays qui avaient des cultures dans lesquelles les gens vivaient. Puis tout d'un coup, oups, ils se sentaient menacés. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette convention-là, ça va avoir pris 5 ans. Une convention internationale, d'habitude, ça prend 30, 40 ans. Là, ça a pris 5 ans. Ça a été voté par 150 pays. Je pense qu'il y en a 2 qui ont voté contre, les États-Unis et puis, je pense, Israël. OK. Qui ont voté à l'UNESCO contre la Convention. Les autres 150 pays ont voté pour. Ça, là, à l'UNESCO, et l'UNESCO ne voulait rien savoir de cette convention-là parce que les États-Unis s'y opposaient. Ça c'est... Je pense que c'est la première fois que ça se voyait. Donc, il y avait un besoin réel. Là, on touchait une fibre essentielle de toutes les cultures différentes, toute l'immense diversité des cultures différentes à travers le monde. Récemment, tu as donné ton appui au prochain cours de citoyenneté québécoise. Ah oui. Comment tu la transmets, toi, la culture québécoise? Qu'est-ce que tu veux inculquer de cette culture-là à tes petits-enfants, à tes proches, aux gens qui t'entourent? Bien, d'abord, j'aimerais ça qu'ils puissent vivre en partie dans ce dont on parlait, ce dont on vient de parler, qu'ils puissent continuer à vivre dans une culture qui leur appartient, même si elle a été différente maintenant, mais il y a quand même un corps là, de culture dans lequel j'aimerais ça qu'ils vivent. Puis ils le font, mais pas autant que nous autres. Là, ils sont comme tout le monde, là, très ouverts à tout. Ce que moi j'aimerais, comme artiste... il y a tout le sens qu'on donne quand on choisit des personnages, des rôles, tout ça. Mais c'est le sens de l'histoire, je pense. L'histoire nous échappe beaucoup.
J'ai eu une très bonne conversation avec mes petites filles l'autre fois, qui ont 15 et 16 ans. Oui. Puis je leur parlais justement de l'histoire, parce que je venais de lire un résumé de l'œuvre de Maurice Séguin qui raconte pourquoi le Québec a toujours mène un combat constant contre, parce qu'il parle du fait qu'on a été colonisé par l'Empire britannique, par l'Angleterre, puis que ce combat-là, pour nous minoriser, nous intégrer, il s'est poursuivi depuis la conquête. Puis il raconte ça. Puis je parlais de ça avec elle. Puis à ma grande surprise, elle connaissait des grands bouts de ça. OK. Donc, elles avaient appris à l'école, le traité de Paris, ils connaissaient ça. Ils connaissaient, le moment où le Haut et le Bas-Canada, ensuite, la Constitution, le rapatriement. Je te dis pas qu'elles pouvaient mettre tout ça dans un récit totalement... Mais quand je leur parlais de ça, oui, elle me disait, oui, on a appris ça. Puis moi, j'essayais de faire le lien entre tout ça, ce que fait Maurice Séguin. Puis c'était le fun comme conversation, parce qu'avec mes petites filles, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de conversation-là. Donc, je me dis, ce dont il faut se souvenir, puis dans le cours, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait une part de historique culturel. C'est-à-dire que cette connaissance-là de la chanson, de ce que ça a été et de ce que c'est encore, parce qu'il y a encore plein de créations en musique, il y a plein de créations au cinéma, il y a plein de créations en littérature. Tu sais, on est très, très, très productif au Québec. Donc, juste qu'ils connaissent cet historique-là, donc qu'ils puissent savoir d'où ça vient un peu, puis vers quoi ça va aller. Et puis, dans le cours, il y a une partie sur... pas sur l'histoire, parce que l'histoire est enseignée comme telle, mais tout ça est relié. Tu sais, tu peux pas parler de la culture des années 60 sans parler de ce qui se passait au niveau politique, au niveau social. Donc, ça. Puis qu'est-ce que... puis aussi, il y a une partie qui se... Parce que le cours, il est sur 10 ans. Tu sais. Fait que, sur 10 ans, tu as le temps de parler de bien des affaires. Il y a une partie éthique. Je ne me suis pas trop mêlé de ça. Là. C'est pas, il y a d'autres gens qui ont des problèmes particuliers avec ça. Mais la partie des institutions, de la démocratie, ça me semble important aussi, parce que une démocratie, si tu veux la critiquer, si tu veux la modifier, il faut que tu la connaisses un peu. Fait que ça, je trouve que c'est un moment important, parce que c'est clair que les jeunes, des fois, ils ont tendance à être moins politisés, parce qu'il y a il y a un éloignement entre les citoyens et l'État qui est clair, puis les jeunes vont être là-dedans aussi. Donc, moi, c'est pour ça que, écoute, Dany Laferrière, Ingrid Falaise et moi, quand le ministère nous a appelés pour qu'on soit là au moment du lancement, on était très conscients qu'ils nous instrumentalisaient. Là, moi, je l'ai dit au ministre, j'ai dit, là, tu nous instrumentalises. L'idée, c'était, est-ce qu'on accepte d'être instrumentalisé ou pas? On s'est parlé. Moi, je n'ai pas parlé à Ingrid, mais j'ai parlé à Dany, parce qu'au début, on était tous les deux. Puis notre premier réflexe, c'était de dire, non, c'est une mesure gouvernementale. On ne fait pas partie du gouvernement. On n'est pas des caquistes. Puis après ça, on s'est dit, moi, je me suis dit, moi, j'y tiens quand même. Si j'y tiens, j'aimerais ça que ça soit transmis. Puis lui, c'est la même chose. Il dit, moi, c'est un vrai problème. Je l'ai soulevé. Puis si on veut répondre à ça, fait qu'on a décidé d'y aller. C'est ça, notre... Ça va pas plus loin que ça, parce qu'on n'a pas rédigé rien. Non, c'est pas nous autres qui va l'appliquer. Mais on trouvait important de défendre nos convictions en sachant qu'on se mouillait en quelque sorte, étant donné que c'était l'appui à un ministre d'un gouvernement. Il y a du monde qui ne l'aime pas, ce gouvernement-là. Il y a du monde qui l'aime. C'est pas de ça dont on parle. Nous autres, c'était juste, il faut essayer de préserver de préserver ce à quoi on croit, qui nous semble important. Oui. Pour les auditeurs qui écoutent en différé, qui ne sont pas en direct, il va y avoir une petite pause qui s'en vient. Au retour de cette pause-là, on retourne dans le monde de la science-fiction avec ton dernier coup de cœur cinématographique, qui est Dune, de Denis Villeneuve. Et comme les Ploufs, on va aller explorer un univers où les valeurs familiales sont au cœur du récit, avec la Pierre Curzi, de Fast and Furious. Ça, je t'ai mal pris. Le coup, surprenant. Plaisir coupable. Plaisir coupable. Là, ce qui m'est venu, parce que... Mais on reviendra tantôt. Je te dirai pourquoi tantôt. Ouais. C'est ça.
Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, je tiens à remercier les personnes suivantes. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, John Vanasse, Jonathan Gauthier, Lucie, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe, ainsi que Eric Biron. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. Donc, en première partie, on a parlé des 400 coups, Blade Runner et les Ploufs. Maintenant, allons-y vers Dune, un film de 2021, donc tout récent, qui vient de sortir au cinéma de Denis Villeneuve. Ça met en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Josh Brolin, Oscar Isaac. C'est une liste d'acteurs qui est assez impressionnante. Ça parle de quoi? Pourquoi c'est venu te chercher, Dune? Parce que si tu me dis que tu n'étais pas un fan de science-fiction, c'est que ça a l'air assez aride, Dune, aux premiers abords. Ben, Ça sent mauvais jeu de mots sur le sort, mais bon, ouais. il était là quand même. Mais d'abord, tu dis Dune. Moi, je dis Dune. Dune. Oui, c'est un mot français. Dune. Effectivement, je sais pas. Ouais. Même Tout le monde dit Dune, je sais pas Dune, pourquoi. parce que je sais pas. C'est un ça film doit être- américain. Parce que c'est un film américain, puis quand j'entends Denis Villeneuve en parler dans ses entrevues, Il dit lui-même ça. dit Dune. Ouais, pourquoi? Mais Dune, En tout cas, c'est je peux pas Dune. dire. Pour moi, c'est Dune, tu sais, parce que des dunes de sable, c'est parfait, comme nom dans Oui. les deux langues. D'abord, je l'ai lu. C'est un Ok. livre c'est une saga que j'ai lue il y a déjà un bon moment. Écrit Et par Frank Herbert. Frank Herbert, puis j'avais tripé en lisant ce livre-là. Mais c'est bien bizarre parce qu'à l'époque, quand on lisait Dune, pour ceux qui vont voir le film ou qui l'ont déjà vu, toute l'idée, c'est les puissances veulent extraire l'épice. Et la question qui se posait à l'époque où Dune a été écrit, c'était quoi l'épice? Ça semblait être le pétrole, tu sais, qui pousse aussi dans le sable, tu sais, qu'on extrait. Mais les habitants de cette... merci. Bouteille d'eau. Merci beaucoup. Mais les habitants qui vivent sous terre, ils sont pas comme... ils ressemblent pas à l'image qu'on a projetée, en tout cas, des potentats arabes qui exploitent. Ouais. Tu sais, ça n'a pas l'air d'être de même nature. Mais ça, c'est un à côté. Pourquoi Dune? Parce que ça dure quasi 3 heures. On s'est assis là, et moi, après 2 minutes, j'étais dans cet univers-là complètement. Et pourtant, Dieu sait que je crois pas pantoute au vaisseau, là, les puissances de l'empereur, puis les armées de je sais pas trop, mi-robots, mi-humains qui attaquent, mais la figure héroïque, je crois que ça touche aussi à la figure héroïque du personnage central, qui est littéralement, et ça, on a vu ça beaucoup au cinéma, une incarnation du pouvoir quasi du Christ, c'est-à-dire du héros qui va sauver, Oui. le héros salvateur. Pourquoi ça me touche? Ça me touche en fiction parce que en fiction, il y a moyen de sauver le monde. Oui. Alors que dans la réalité, c'est ça. Et, plus dur, c'est une grosse tâche. ouais. Et puis là, tu es content de voir dans une fiction l'image d'un héros. Et puis aussi, il y a des personnages extrêmement importants, les Bene Gesserit, qui sont des femmes au pouvoir immémoriaux, terribles, qui sont, dans le fond, aussi des images de l'incroyable importance pour la continuité du monde des femmes qui enfantent le monde depuis que le monde est monde. Et ces femmes-là sont décrites là comme étant
à la fois très vieille et extrêmement puissante. Et transmettent avec... et là, on va voir la deuxième partie, mais tu sais, elles transmettent des pouvoirs qui permettent de sauver, jusqu'à un certain point, la planète. Là, il s'agit de sauver un peuple qui vit sous terre, donc qui est devenu un peuple souterrain, qui se cache. Moi, je l'ai lu, alors je sais très bien. Qu'est-ce qui s'en vient? Ce qui cache, là, tu sais, je m'en souviens. Et ce qui cache, c'est la survie de leur survie, la survie de la planète, leur survie. Et ils se battent contre des forces épouvantables, un peu celles dont on parlait tantôt, des empires contrôlés par des monstres. Et le monstre, l'empereur, est un monstre réel. Là, tu sais, c'est une espèce de gigantesque et cruel individu. Fait que c'est comme si ce dune-là touche aux racines profondes du monde, puis du monde dans lequel on n'a pas le choix de vivre, mais il y a dans ce film-là l'espoir que ça va peut-être pouvoir se résoudre et que ça va se résoudre heureusement. Dans le fond, c'est plus ça. Là, on est dans le domaine du rêve. C'est pas un film qui a rien de réaliste. C'est totalement inventé. Et pourtant, tu rentres là-dedans, puis les 3 heures passent comme si c'était 5 minutes. C'est intéressant, la façon que tu en parles. Puis plus tôt, on a parlé du Québec, qui est un pays d'abondance, qui est une terre d'abondance. On est en ce moment à Rouyn-Noranda, qui est une région qui existe pour ses ressources, qui a été créée par l'exploitation des ressources. Les gens vivent et meurent par les ressources dans la région. Il y a l'industrie qui fait vivre et aussi celle qui pollue le plus la région, qui, bon, je ne la nommerai pas parce que je veux pas coûter des commandites au festival. Mais il y a ça qui est présent dans l'univers de Dune. Oui, totalement. Et ça avait l'air de te toucher tantôt quand t'en parlais, de cette gestion des ressources qu'on a au Québec. Oui, c'est clair que, tu sais, là, il y a des politiques qui viennent d'être adoptées. On n'extraira plus de pétrole, de gaz, on ne le faisait pas beaucoup. Puis on a l'immense avantage, puis ici, en arrivant en avion, je voyais là, les lacs, les rivières. On a l'immense avantage de l'eau avec laquelle on produit l'électricité. Mais c'est sûr qu'on est dans une société qui se consomme d'une façon effroyable et dont la consommation d'elle-même va l'amener à sa disparition si on n'agit pas. Et c'est difficile de voir comment on va agir. Dans Dune, les forces qui sont en jeu sont celles dont on parlait, des forces immémoriales des femmes et puis de ce peuple-là souterrain. Alors, tu peux rapprocher ces images-là de toutes sortes de choses. Dans le fond, tu as un film qui se prête à bien des interprétations. C'est une fable, en quelque sorte. C'est une fable, c'est ça. Puis, tu peux faire des métaphores avec la réalité. Mais il y a beaucoup de monde qui sont le peuple souterrain qui, à la fois, souffre et se bat pour qu'on n'exploite pas tout. Pour que le désert qui est là reste au moins désert. Déjà, il n'en demandait pas beaucoup, mais qu'on n'exploite pas l'épice. Puis, bon, mais en même temps, tu es très conscient que s'il fallait parler de ça réalistement, on parlerait de la Chine, on parlerait de l'Inde, on parlerait du nombre, le nombre d'humains qui, en soi, tu pourras bien contrôler le maximum d'exploitation des ressources naturelles. Il n'empêche quand même que tu as une humanité qui s'accroît et dont le poids va finir par exiger tout de la planète. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que tu puisses croître au niveau des populations, puis en même temps être suffisamment sage pour conserver à la Terre sa vie? Oui. Je sais pas, c'est un gros problème. Mais chose certaine, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont être éliminés par la famine, par la guerre, par les désastres écologiques. Alors, c'est une réponse qui n'est pas très heureuse. Oui. C'est pas très heureux d'imaginer que la surpopulation va se régler parce qu'il va y avoir des cataclysmes qui vont tuer des millions de gens.
Et donc, il est plus sage d'essayer de conserver le plus longtemps possible et de régénérer le plus longtemps possible, ce qui va permettre à ces millions de gens-là de vivre. D'où le sentiment de rétablir une meilleure répartition de la richesse, accueillir ceux qui migrent, bon, toutes les idées. C'est pas si vertueux que ça. Parce que le ruissellement de la richesse, il se fait pas encore, là. Il se fera jamais, c'est ça. Il va s'imposer ou il s'imposera pas. Fait que, il y a tout ça dans Dune, mais c'est pas... Il y a surtout la maîtrise cinématographique de Denis Villeneuve qui fait que ces images-là sont belles. Oui. Et elles sont tellement porteuses de sens que c'est comme si tu t'abandonnais à son rêve. Tu rentres dans son rêve, dans sa métaphore, dans son allégorie. Là, j'essaye de la décoder, tu sais, mais je suis sûr que tu pourrais la décoder de multiples façons. Là, tu sais. Mais c'est donc... moi, c'est mon dernier coup de cœur parce que ce film-là m'a, comme on dit, enchanté. Il m'a permis d'aller... là où le cinéma te mène des fois, te mène dans l'univers où tu t'abandonnes. C'est comme le rêve éveillé. Ouais. Ben, c'est ça. Sur une note un peu plus chauvine, c'est intéressant de voir que c'est une grosse équipe de Québécois qui ont mené ce projet-là. C'est pas juste Denis Villeneuve, c'est Patrice Vermette qui est directeur artistique sur le film. C'est fabuleux. Il disait dans une entrevue que tout conceptualisé dans son sous-sol à Longueuil. Imagine! Pour faire cet univers-là, mais t'es dans un sous-sol à côté du 10-30 ou que sais-je. Ah oui, je sais pas. C'est merveilleux. Non, c'est d'une beauté, là, tu sais. Oui, puis c'est pas un hasard non plus, tu sais. Ils sont le résultat de quand même un effort assez remarquable du cinéma d'ici, là, depuis ses débuts jusqu'à maintenant. On a eu au Québec, par rapport au nombre qu'on est, un investissement et financier, mais créateur extraordinaire au cinéma, de telle sorte qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, pour qui le Québec devient trop petit parce qu'ils ont des besoins puis ils ont des talents, des ambitions totalement honorables. Alors, moi, je trouve que c'est une sacrée belle réussite. Oui, tout à fait. Allons-y. Il nous reste à peu près 10 minutes pour parler de ton plaisir coupable. C'est trop long. C'est trop long. Plaisir coupable. Fast and Furious, c'est une saga qui s'étale depuis 2001, qui a mis en vedette Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne The Rock Johnson, le lutteur, Michel Rodriguez, Jason Statham. Mais es-tu un gars de char, Pierre Curzi? Pas tout. J'ai eu ça à mort. Je suis pas un gars de char. Puis j'ai dit ça, puis là, je me suis dit, mais là, j'ai vu qu'il y avait le numéro 9, qu'il y en a fait 9. Puis je suis même pas sûr d'en avoir déjà vu un au complet. Okay. Mais c'est plaisir coupable au sens où c'est des films de char, puis de bataille, puis d'affaires invraisemblables. Mais il y a, dans les plaisirs coupables, moi, j'aime certaines fois... Le vendredi soir, quand ma blonde va se coucher, je vais regarder un film de pow-pow, un film de bon. C'est ce côté-là, ce côté pas crédible. Mais honnêtement, quand je regarde ces films-là, j'ai de la misère à en regarder beaucoup longtemps parce qu'il y a beaucoup de violence là-dedans. Effectivement. Mais une fétichisation des armes à feu. Ça se tue à mais ratio, malgré tout, mais moi, je suis pas un gars je joue pas beaucoup dans les jeux vidéo, je connais pas ça. Alors, c'est comme une façon de m'adonner aux jeux vidéo en étant paresseux. Mais disons que j'aime, des fois, je regarde des films, tu te dis, mon Dieu, que c'est plate, ce film-là. Mais il y a une intrigue, là, il y a un policier, là, il est poursuivi. James Bond est un peu de cette nature-là. Je suis allé voir le dernier James Bond, c'est plate, là, c'est effrayant. Mais il y a des cascades sensationnelles. C'est ça, c'est beau. Puis là, ils te font voyager, tu te retrouves en Corse, puis après ça, tu te retrouves à Londres. Il y a des images de pays, tout ça. Il y a du divertissement, je dirais,
de basse qualité là-dedans, mais qui est vraiment du divertissant au sens premier du terme. Là. Ouais. T'as fait... C'est comme manger du sel, puis manger des chips, et puis tu sais, c'est comme des affaires qui sont coupables. Ouais. Là, tu dis, je viens de perdre 1h30 à regarder un film nul. C'est ça. Mais tu l'as regardé pareil, Ouais. puis pendant ce temps-là... Pour James Bond, un de mes amis disait, tu veux savoir c'est quoi les paradis fiscaux sur la Terre? Regarde James Bond, ils sont tous dedans. C'est vraiment ça. C'est James Bond se rend dans un paradis fiscal et affronte quelqu'un. C'est toujours ça. Alors, c'était ça, c'est ce plaisir coupable-là des affaires qu'on regarde pour rien, là, quand tout d'un coup, on est dans un état d'esprit un peu flou. Mais bon, puis là, il y a toujours des gros bras là-dedans, puis tu sais, ils sont forts, puis ils sont musclés. Puis les filles sont généralement très sexy aussi, puis tout ça. Alors, c'est ça, moi, mon plaisir coupable est dans ce genre de film-là, parce que je sais que je ne regarderai pas ça avec ma blonde, que ça n'intéresse absolument pas. Alors, c'est vraiment de cette nature-là. Fait que j'ai mis ce nom-là parce que honnêtement, je n'aurais pas pu t'en nommer beaucoup. Là. Mais lui, il m'est revenu. Oui. Est-ce que tu aurais quand même eu un certain désir à jouer dans un de ces films-là? Parce que ça doit être des tournages très exigeants, mais il doit y avoir un apprentissage à faire des films comme ceux-là. En aucune façon, ça m'ennuierait prodigieusement. Ah oui? Ah, écoute... Être derrière le volant puis faire des cascades. Faire des cascades. D'abord, j'aime pas... J'ai peur en auto quand ça va trop vite. J'aime pas les chars. Les cascades, je les trouve formidables. Écoute, dans James Bond, il y a des cascades en moto. Tu te dis, il faut quand même qu'il y ait un cascadeur qui a fait ça. C'est inouï. Mais, tu sais... C'est devenu une pléthore de personnes à Hollywood qui sont des cascadeurs, qui sont des spécialistes dans donner des coups de poing. Puis, alors, dans ces films-là, ça meurt à une vitesse incroyable. Ouais. Puis, je regarde ça, puis c'est coupable, profondément coupable, parce que je me dis, Colin, ça n'a pas lieu d'être à ce point abondant et facile d'accès. Il y a comme c'est comme une sorte de pornographie que cette violence-là. Ouais. C'est de la même nature. Et c'est en ce sens-là, c'est la même culpabilité. C'est pas regardable, mais pourtant ça existe et c'est vachement regardé. Parce que ça touche à tes instincts les plus primitifs, qui sont celui d'être plus fort que l'autre, de tuer tous ceux qui t'emmerdent, d'aller plus vite, de sauter plus haut, d'être... Oui, ça place ton code moral par-dessus celui des autres. Ça te met en position de « moi, ce que je considère bon, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, et si tu n'es pas d'accord, c'est la mort ». Mais en même temps, il faut avoir le courage de dire que c'est vrai qu'on a aussi des côtés qui sont pas admirables, puis que dans certaines circonstances... Je me suis souvent posé la question, moi, dans les circonstances extrêmes, quel aurait été mon comportement? Tu sais, à la guerre, j'imagine que plein de gens se posent ça. Est-ce que j'aurais été capable de tuer quelqu'un? Est-ce que j'aurais été capable, moi, de tuer quelqu'un parce que j'avais un fusil puis que c'était l'ennemi? Est-ce que j'aurais été capable de résister à la torture? Est-ce que, tu sais, on n'est pas confronté à des situations extrêmes beaucoup au Québec. Et je me suis toujours demandé quelle serait ma limite, jusqu'où ma morale tiendrait, à quel moment ce seraient mes instincts qui reprendraient le dessus. Puis dans ces films-là, dans le fond, c'est beaucoup de ça dont il est question. C'est la part noire qui est potentiellement possible, qu'est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, mais je sais que de temps en temps, on la satisfait par ce genre d'affaires-là interposées. Puis, bon, ça peut être coupable, ça ne veut pas dire qu'il faut être honteux, mais c'est coupable. Pour aller à la guerre, j'ai mis une hypothèse, j'ai plus l'impression que tu aurais été déserteur que d'aller à la guerre, peut-être. En suivant tes convictions, tu aurais fait « Je ne me joins pas à votre combat, les amis, et je vais faire mon chemin. » Je pense que je vais me sauver dans le bois, moi. Je n'ai pas tué du monde. On arrive à la fin de cette émission. J'ai jamais fait ça, mais j'ai un petit cadeau pour toi. Oh! Ça, j'aime ça. J'aime ça, les cadeaux. Puis, ça va dans la lignée de ton plaisir coupable, donc... Non, t'es pas sérieux. C'est pas vrai. Et c'est le 6e, donc... Je vais le cacher.
Au pire, tu diras à ta blonde que, regarde, c'est l'animateur qui était effronté puis qui fait amener des cochonneries dans la maison. Je te remercie. Ouais, je vais le regarder. Peut-être que je vais en regarder un au complet. Oui. Pour les auditeurs, c'était Fast and Furious 6. 6. Ouais. Mais là, ça, on le regarde sur... c'est un disque? C'est un Blu-ray, je pense. Un ouais. Blu-ray, OK. Ouais. Je sais pas si je suis en mesure de regarder ça. Ouais. Bon. Mais merci pour le cadeau. Ça fait un énorme plaisir. Pierre, quelle belle heure et demie on vient de passer. Merci beaucoup pour ton ouverture, ta générosité. C'était formidable. On est au Festival du cinéma international de l'Abitibi-Témiscamingue en ce moment. C'est quoi les films que tu présentes au courant des prochains jours pour ceux qui sont dans la région? Ah, nous, on a fait un film qui s'appelle Joutel, Oui, qu'on a tourné. très beau film. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu hier. Mais moi, hier, est-ce que tu l'as vu pendant qu'on voyait les autres courts-métrages? Oui. Alors, je me pose une question. Je me demandais si ce qu'ils appellent le DCP était pas... Parce que je trouvais qu'il y avait des scènes extrêmement sombres, tellement sombres qu'on les voyait. Ouais. Alors, c'était peut-être le projecteur ou... C'est soit le projecteur ou maintenant, il semble qu'on fournit des films en version numérique. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, ce film-là qu'on n'avait pas vu, Marie et moi, parce que lors de sa première projection, il y a eu un problème avec le DCP, le Digital, je sais pas, Copy quelque chose. Et hier, je me suis dit, bon, ça se peut pas. Il doit y avoir aussi un problème au niveau de la lumière. Parce qu'il y a des scènes où, littéralement, c'est très sombre. on voit pas quasiment, alors que quand on l'a tourné, on les voyait. Tu sais, on peut voir maintenant. Donc, c'est un petit court-métrage. Le scénario nous a séduit beaucoup, Marie et moi, et je le regardais hier pour la première fois. Je me disais, mon Dieu, quel objet étrange. Ouais. C'est un petit film inclassable. Et il y a des gens qui m'ont parlé de, comment ils appellent ça, il y a quelque chose de magique, le réalisme magique. Tu connais ça, tout à fait, ouais. Donc, ce serait comme un genre où tout d'un coup, tu as une histoire qui a des apparences de réalisme, puis là-dedans, il y en a, tout d'un coup, il y a des parties d'une bague qui deviennent lumineuses, puis la fin, les personnages sont comme pris dans une lumière, comme s'ils étaient en état de grâce ou je sais pas trop quoi. C'est un cinéma, en tout cas, moi, qui m'intrigue parce que c'est ma première fréquentation de ce réalisme magique. Je pense que c'est de cette nature-là. Alors, c'est ça qu'on venait présenter. On était très curieux de le voir. Il y aura aussi une révision dans quelques jours. C'est-tu présenté ici? Oui. Ah oui. Ben, essayez de le voir parce qu'il est très, très actuel. Il parle vraiment des problèmes dans lesquels on est actuellement entre les croyances et puis la raison. C'est vraiment ça. Ce que les institutions d'enseignement veulent, absolument la réussite pour leurs élèves. C'est bien intéressant. Il y a aussi Le Médiateur qui va jouer aussi. Le Médiateur, c'est un petit film dans lequel je joue. Oui, sur la page, ça disait... Enfin, peut-être que dans le guide... Non, c'est ça, je disais, mais parce que je n'étais pas sûr du titre. Je pense que c'est un petit film qui a été fait dans le cadre par un de l'INIS, un jeune homme de l'INIS, un réalisateur de l'INIS. Oui, qui est un film charmant. Pas dans le réalisme magique, c'est plutôt dans une petite histoire qui est assez sympathique. Excellent. Bien, sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et en compagnie de Pierre Curzi, on a jasé de film. Merci Guilla Saint-Cyr.